de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Daniel Yamato, chaleur pousse le saint patron des rôtisseurs. à propos de la Cas par cas, sur Ligne 68, nouveau rendez-vous aujourd'hui avec un député, Raphaël Schellenberger. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, vous êtes député de la 4e circonscription du Haut-Rhin. C'est ça. Vous avez 30 ans cette semaine. Vous êtes un jeune homme politique haut-rhinois qui a eu une ascension assez fulgurante. Vous avez été maire de Wattwiller, vous avez été conseiller départemental et donc député à l'âge de 27 ans. Je vais commencer par cette première question. Jean-Louis Christ, le maire de Ribeauvillé, a dit qu'il a préféré se consacrer à la ville de Ribeauvillé, puisqu'en tant que député de l'opposition, ça ne servait à rien. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans l'opposition, député LR. Est-ce que vous avez l'impression de servir dans une assemblée qui compte quand même beaucoup de députés de la République En Marche ? Bon, d'abord, redire que je peux comprendre qu'on préfère l'engagement local à l'engagement national ou l'inverse. Moi, je considère aujourd'hui que l'un ne ressemble absolument pas à l'autre. On peut avoir des affinités, des préférences. On peut considérer qu'après un temps passé dans l'un, on préfère se consacrer à l'autre. Il se trouve que pour ma part, tout ça est allé très vite et que j'ai dû choisir très vite, renoncer très vite aussi à ma fonction notamment d'exécutif local, de maire. Ça n'a pas été un choix facile, mais ça a été un choix que j'ai dû faire aussi au vu d'un certain nombre de circonstances politiques locales et nationales. Pour ce qui est de ma fonction de député, évidemment, je suis député de l'opposition aujourd'hui et peut-être plus que jamais. Par rapport à 2017, je crois qu'aujourd'hui, alors qu'en 2017, on pouvait s'interroger sur ce qu'était le macronisme, aujourd'hui, on a une vision assez claire de ce qu'est le macronisme et pourquoi on peut s'y opposer et sur quel point je m'y oppose. Et non, je ne pense pas être inutile, bien au contraire, je porte la voix de mes concitoyens dans la circonscription, je porte la voix d'une majorité de Français aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec certaines des actions du gouvernement. Et puis très concrètement aussi sur certaines mesures, sur certains textes de loi, on arrive et de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, à porter des amendements, à porter des propositions de modification et à les faire passer. Vous êtes quelqu'un qui compte aussi au niveau national, au sein donc de votre formation Les Républicains. Est-ce que vous avez le sentiment que ce parti reprend du poil de la bête ? Ça répond à ce que je disais tout à l'heure. On a mis du temps, je pense, globalement, à comprendre ce qu'était Emmanuel Macron, ce qu'était sa pensée politique, ce qu'était En Marche, cette entreprise de conquête électorale. Aujourd'hui, on le sait, et je pense que plus que jamais, on a besoin de repères solides d'un point de vue des idées qui sont portées, d'un point de vue des hommes et des femmes qui les incarnent. Et je pense qu'aujourd'hui, les Républicains sont en phase de restructuration, de reconstruction et puis demain de reconquête parce qu'il y a un vrai projet de société, il y a un vrai projet pour la France et ça tranche avec l'entreprise électorale d'Emmanuel Macron. Alors, au sein de votre formation toujours, vous êtes spécialiste des questions énergétiques. C'est pour cela que vous êtes là aussi aujourd'hui. Fessenheim 1 va s'arrêter le 22 février dans quelques jours. Ensuite, Fessenheim 2, ce sera pour juin. Comment vous vivez finalement cette fin de Fessenheim ? C'est quelque chose de très difficile. Et si aujourd'hui, au sein de ma famille politique, au sein même de l'Assemblée nationale, je suis reconnu ou identifié comme étant un des spécialistes sur les questions d'énergie, c'est pas parce qu'au début ça me passionnait, c'est parce que j'ai Fessenheim dans ma circonscription et que dès le début de mon mandat, j'ai considéré qu'il fallait que je m'engage pleinement sur ce dossier. Parce que l'arrêt du premier réacteur, puis du second en juin, ça va complètement bouleverser notre stratégie énergétique locale et nationale. Ça va bouleverser l'impact économique sur le territoire et je pense qu'on est parti pour 10 ans de galère dans le territoire de Fessenheim. Si dans les années 60, on a ciblé Fessenheim pour y installer une centrale nucléaire, c'est pas parce qu'à Fessenheim, il y avait une mégalopole, c'est parce qu'à Fessenheim, il n'y avait pas grand-chose autour et qu'on pouvait, sans créer trop de nuisances, installer une centrale nucléaire. Elle a, d'un seul bloc, amené 2000 emplois sur le territoire. Le territoire s'est réorganisé, restructuré autour de ça. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, quasiment sans prévenir, parce que c'est quand même la réalité du processus de décision, on dit stop, c'est fini, on ne vous demande rien, du jour au lendemain, voilà 2000 emplois qui disparaissent, voilà 15 millions d'euros de fiscalité locale qui disparaissent, voilà 90 millions d'euros de pouvoir d'achat injectés dans l'économie locale qui disparaissent, ça va être très difficile à digérer. Et très difficile financièrement pour les communes dont Fessenheim. Les communes, c'est une chose, c'est les collectivités, l'argent public,
mais aussi pour l'activité économique, pour les commerces, pour tout le marché de l'immobilier, pour tous les habitants du territoire de Fessenheim qui, quasiment du jour au lendemain, vont connaître une dévaluation de la valeur de leurs biens immobiliers. Et ça, c'est tout un chacun. C'est chacun des habitants du territoire qui est concerné. Et c'est les commerces, la proximité des commerces qui va être mise en danger, la proximité du service. Et progressivement, tout un territoire qui va être complètement dévitalisé si on n'a pas une action engagée et résolue pour rebondir suite à la suppression de ces 2000 emplois. À quelques jours de la fermeture de Fessenheim 1, qu'est-ce qui est acté pour l'après Fessenheim? Aujourd'hui, rien. Et c'est bien ça ce qui est scandaleux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est acté? C'est tout le travail qui est mené par les collectivités locales, par le maire de Fessenheim, par le président de la communauté de communes, par le département, qui depuis des années ont anticipé qu'il faudra un jour faire autre chose sur ce territoire, ont acquis de la maîtrise foncière. Aujourd'hui, 300 hectares au nord de la centrale nucléaire de Fessenheim sont propriété des collectivités publiques pour y mener des projets économiques. Mais aujourd'hui, l'État met des bâtons dans les roues. Les projets d'aménagement, les projets de construction de zones d'activité, d'installation de nouvelles activités économiques ne sont pas suffisamment soutenus par le gouvernement, ne sont pas suffisamment encouragés par le gouvernement, par la réalisation des infrastructures, par la levée d'un certain nombre de freins réglementaires. Et tout cela fait que, même si les collectivités locales ont pendant des années travaillé à ce jour, l'État empêche de le réaliser correctement, c'est-à-dire de mettre en œuvre correctement le plan de restructuration du territoire. Vous êtes fortement impliqué sur ce dossier Fessenheim. Vous avez demandé donc une mission d'information parlementaire que vous avez obtenue et que vous allez présider. Donc sur l'après Fessenheim, concrètement, en quoi consistera ce travail? Alors j'ai demandé ça en septembre, constatant que depuis 2 ans, le gouvernement nous parlait de Fessenheim mais ne faisait rien. Donc j'ai demandé en septembre la création d'une mission d'information qui est un outil parlementaire qui va permettre à 21 députés de suivre ce qui va se passer pour la fermeture de la centrale et pour tout ce qui l'accompagne. Ce n'est pas un outil anodin, ce n'est pas des outils si fréquents et c'est un outil dont je suis content qu'on puisse le mobiliser pour le territoire. Donc moi je souhaite poser plusieurs questions. D'abord, maintenant que ça y est, la décision est prise, ça ferme, je veux qu'on dépassionne un peu et qu'on rende hommage à tous ceux qui pendant 40 ans auront travaillé dans cette usine et fait, tout en assurant la sécurité des Alsaciens, tout en assurant la sûreté du fonctionnement des installations, fait que la France a bénéficié d'une des électricités les plus compétitives d'Europe. Je souhaite aussi qu'on s'intéresse à la répercussion économique que va avoir la centrale sur le territoire et pour qu'on puisse objectiver tout ça. Parce que derrière les annonces et les discours du gouvernement, souvent, il y a beaucoup de tentatives de flouer les chiffres, de rendre tout ça très obscur pour qu'à la fin, on puisse expliquer que c'est jamais de leur faute. Et puis ensuite, il y a un troisième élément. Je souhaite qu'on puisse très concrètement faire des propositions sur, le démantèlement, parce que ça va être une opération qui va générer du droit. Il faut qu'on soit prêt à faire évoluer la loi sur ce sujet-là. Et 2, sur la reconversion économique du territoire, parce que c'est quand même là la priorité pour nous politiques, pour nous élus locaux, de redonner une chance à ce territoire. Dans 1 an, nous passerons à la collectivité européenne d'Alsace. Ça aussi, c'est un de vos combats, effectivement. Vous aimeriez peut-être déjà être plus loin, la sortie peut-être de l'Alsace, de ce Grand Est? Moi, je suis très serein sur ce sujet-là, parce que je suis convaincu que le Grand Est va s'effondrer. Alors, je n'adopterai pas une attitude attentiste en attendant qu'il s'effondre parce que ça viendra, mais en attendant qu'il s'effondre, on va tout faire pour préparer le meilleur effondrement possible de ce Grand Est pour l'Alsace. Il faut que le réceptacle de son effondrement soit prêt. Il faut que quand le Grand Est s'effondrera, et on va l'y aider un petit peu, la collectivité européenne d'Alsace soit opérationnelle. Et quelque part, je me réjouis que ça se passe comme ça. On va fusionner les départements dans une collectivité alsacienne. Quelque part, on va travailler à l'alsacienne, une étape après l'autre, sérieusement. On va fusionner les 2 administrations. C'est du travail. C'est du travail pour que les Alsaciens ne se rendent pas compte qu'on est en train de constituer une administration de 5000 fonctionnaires sans que cela n'impacte la réalité du service rendu au quotidien et qu'on continue de l'améliorer. Ça va être un gros travail. Et une fois que ça c'est fait, je pense qu'il faudra 2 années à partir du moment de la création de la collectivité européenne d'Alsace. On pourra reprendre le combat pour vraiment, pour le coup, obtenir que la collectivité alsacienne devienne la collectivité régionale en Alsace. Raphaël, il nous reste quelques secondes pour conclure. Donc, vous êtes député depuis à peu près 2 ans et demi. C'est quelque chose qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce mandat?
c'est quelque chose qui m'enthousiasme, c'est quelque chose qui suscite aussi un grand sentiment de responsabilité. Et c'est à la fois cet enthousiasme, cette volonté de défendre un territoire qui m'a fait, dont je viens, que j'aime passionnément, et la responsabilité de le représenter qui m'anime quotidiennement et qui me donne envie tous les jours de m'engager pour nos habitants, pour nos Alsaciens, pour notre territoire. Merci beaucoup, Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin, député de Fessenheim. J'en profite pour vous souhaiter aussi un joyeux anniversaire. Vous avez 30 ans cette semaine. Merci. Merci beaucoup. De Colmar, Lassheim, Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Gagné avec la chaleur sur Saint-Patron de Roquefort à propos de la touché par un incendie dans la ville.